retour sur le plateau TV du Salon du Cheval pour un gros plan sur l'équitation éthologique. J'ai le grand plaisir de recevoir Andy Booth, c'est comme ça qu'on dit, gérant, cavalier professionnel et enseignant. Andy, bonjour, bienvenue. Alors, on parle depuis longtemps de l'équitation éthologique. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est important de clarifier ça parce que ça reste, malgré 10 ans, ça reste quand même un sujet méconnu. Donc, il y a l'éthologie. L'éthologie, c'est les études sur le comportement des animaux, en général dans le milieu naturel. Là, on a aussi l'éthologie appliquée. Et l'éthologie appliquée, c'est les études sur le comportement des animaux, mais dans un milieu plus aménagé par les humains, par l'homme. Et on a en troisième l'équitation éthologique. Et l'équitation éthologique, par définition, c'est une éthologie appliquée, mais c'est des études sur le comportement des chevaux dans un milieu équestre. Oui, parce que le milieu équestre, il faut l'avouer, n'est pas le milieu naturel du cheval. Un cheval, c'est fait pour vivre libre dans la nature. Alors, est-ce que ça ne leur pose pas quelques problèmes à nos amis équins de se retrouver, alors, quelquefois dans des environnements un peu compliqués? Je pense à des champs de course, je pense à des concours de saut d'obstacles et aussi à des salons comme ceux-là où il y a beaucoup de bruit, où ce n'est pas un milieu très facile pour eux. Ah, c'est sûr, ici au Salon du Cheval, on est loin d'être dans le milieu naturel pour un cheval, ça c'est certain. Mais même dans les écuries, il y a deux problèmes souvent, c'est le manque de mobilité. Souvent, les chevaux sont gardés un petit peu trop longtemps en boxe. Un cheval dans la nature devrait faire 15-30 km par jour. Et dans un box, il fait 250 mètres par jour. Donc, il y a souvent un vrai problème de mouvement et également des problèmes digestifs parce que normalement, un cheval devrait manger 16-18 heures par jour. Et dans le box, souvent, il y a 3 repas, petit-déj, déjeuner et dîner. Et ce n'est pas exactement le milieu naturel, mais surtout l'équitation. L'équitation, c'est une vraie contrainte. C'est loin d'être naturel. Souvent, on parle d'équitation naturelle, mais c'est un petit peu comme le Coca-Cola bio. Ouais. C'est un paradoxe parce que le fait que nous, les humains, on monte sur le dos d'un cheval, c'est vraiment loin d'être quelque chose de naturel. Donc, pour que le cheval puisse se vivre et comprendre l'équitation, il faut vraiment que nous, on comprenne comment le cheval apprend. Et on a fait une bonne démarche dans ce sujet ces dernières années, et même à intégration dans le galop, et ça c'est génial. Il y a des choses intégrées dans le nouveau galop, des choses sur la théorie d'apprentissage, mais c'est très important d'intégrer la théorie d'apprentissage dans l'équitation. On va creuser ensemble le sujet. Vous me disiez il y a un instant, il n'est pas naturel qu'un homme monte sur un cheval. C'est un petit peu décapant d'entendre ça, parce que finalement on a l'impression que la relation entre l'homme et le cheval, qui est séculaire, elle est naturelle. Ils se sont retrouvés naturellement. C'est pas vrai, c'est pas le cas? Pas vraiment. C'est vraiment récent par rapport à l'évolution de l'équidé, le cheval. Ça fait des millions d'années qu'on a des chevaux autour de nous. 2500 ans, on commence à grimper sur le dos et c'est devenu un moyen de transport. Mais génétiquement parlant, le cheval n'est pas beaucoup changé. Le cheval qu'on voit sur le mur de Soloutre et tout ça, c'est quand même le même cheval. Donc l'animal n'est pas vraiment adapté pour être monté par un bipède. Oui, l'homme, par contre, lui, a beaucoup changé depuis. Hein. Peut-être. Alors, vous avez, et je me permets ce bon mot, un cheval de bataille, c'est la théorie d'apprentissage. Et vous voudriez d'ailleurs que ça devienne une référence mondiale, en tout cas qu'il y ait une démarche un peu mondiale pour avoir une véritable théorie, poser les bases d'une théorie d'apprentissage du cheval. Oui, c'est très important. C'est relativement moderne. Et des choses modernes ne sont pas facilement intégrées dans le milieu équestre. C'est bloqué un petit peu dans la tradition parfois. Mais la théorie d'apprentissage, c'est vraiment une théorie scientifique basée sur comment le cheval apprend et comment le cheval peut comprendre l'équitation. Mais il y a vraiment le travail à faire là parce qu'on a des statistiques, par exemple, sur les accidents. Il y a trop d'accidents équestres chaque année. Statistiquement, ça se trouve que c'est aussi dangereux que le rugby. Donc, on n'imagine pas, mais c'est vraiment une activité dangereuse. Au niveau d'assurance, c'est vu comme l'escalade. Donc, il y a trop d'accidents. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a trop de gaspillage. Il y a trop de chevaux qui finissent aux abattoirs. Un grand pourcentage, en fait. Et de tous ces chevaux qui vont aux abattoirs, il y a 66% de ces chevaux-là qui sont envoyés aux abattoirs à cause d'un comportement inadapté.
Et en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que ce n'est pas le cheval qui va adapter son comportement à nous, c'est à nous, en étant l'animal plus intelligent normalement, on devrait adapter notre comportement pour lui. Donc il y a une vraie évolution à faire, surtout pour diminuer les accidents et aussi pour augmenter l'espérance de vie pour le cheval. Alors je voudrais dire pour tous celles et ceux qui sont avec nous que Andy est né il y a un peu plus de 40 ans en Australie, dans un milieu d'agriculteurs. Vous avez en 97 obtenu une bourse de la part de la reine d'Angleterre pour aller étudier les chuchoteurs américains. Donc vous êtes dans ce milieu depuis maintenant de nombreuses années. Vous avez un regard, on vient de l'entendre, non pas critique, mais en disant on pourrait éviter d'emmener des chevaux à l'abattoir, on pourrait faire mieux. Donc ça ne suffit pas. Ce qui se fait est de manière un peu hétérogène, parce que chacun a un peu sa méthode, hein, si on regarde bien. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous proposez, vous, alors? Oui, exactement. Comme vous avez dit, chacun fait sa sauce, comment Ouais. dire. Mais j'ai voyagé partout dans le monde et j'ai vu tous les différents types de sauces qui peuvent exister. Et il y a un vrai besoin. Il y a deux choses qui bloquent un petit peu notre évolution dans l'équitation. C'est la tradition, parce qu'on reste un peu bloqué dans la tradition équestre. On fait ce qu'on a toujours fait. Et l'autre problème, on a... Par exemple. Par exemple, on a eu pendant longtemps une équitation assez militaire où on impose l'équitation sur le cheval. Au lieu d'essayer d'éduquer le cheval comment on fait les choses, on fait faire. Et Plutôt qu'imposer, apprendre. Exactement. Je pense qu'il y a un... Mais pour que le cheval peut apprendre, il faut que nous, on comprenne comment il apprend. Alors pourtant, on est différents. Alors ça dépend. Est-ce qu'on est si différents que ça, finalement? Est-ce que l'homme et le cheval sont si différents que ça? On est déjà visuellement Oui. quand on voit un cheval, mais c'est vrai, on est tous les deux mammifères. Mais sur le plan cerveau, oui, on est très, très différents. On a un cerveau similaire à la base, côté reptilien, côté limbique et tout ça. Mais le cheval manque le troisième grande partie ici, le néocortex ou le cortex frontal, c'est beaucoup moins évolué que nous. Donc, il manque une capacité d'analyse, de planifier ce qu'il faut raisonnement. faire. Un raisonnement comme le nôtre. Il n'a pas cette capacité de projeter ses pensées. Donc, par exemple, pour être très simple, le cheval ne peut pas... Il n'a aucun concept de bon ou mauvais. Il n'a aucun concept de correct ou incorrect. Toutes ces choses-là sont vraiment les anthropomorphismes que nous, on met sur le cheval. Il y a un paquet d'anthropomorphismes. J'ai noté quelques-uns. Il fait exprès, il fait son cinéma, il ne veut pas, il me teste. Et toutes ces choses-là sont vraiment des notions anthropomorphiques parce que le cheval n'est pas capable Donc tout ce d'avoir que vous ces venez de dire, ce n'est pas vrai. Quand on dit il me teste, le cheval ne sait pas faire ça? Il ne teste pas nous, il essaie de trouver une solution pour lui. Mais c'est rien personnel dans notre rapport avec lui. Le cheval n'a pas cette capacité de mauvaises intentions. La capacité ni de bonnes intentions, probablement. Mais la capacité de mauvaises intentions n'existe pas. Mais alors s'il manque justement de capacité de raisonner, je dirais de suivre une stratégie, comment fait-il pour apprendre? Parce que c'est uniquement il répète les choses qu'on lui demande de faire, ou ce qu'il entend, il est vraiment dans l'exécution? C'est pas exactement juste la répétition. Le cheval, il apprend dans une manière qui s'appelle un apprentissage associatif. Donc, il est associé de choses. Par exemple, j'ai mis un petit peu d'alcool sur un coton et je frotte le cheval, je donne une injection. Et plusieurs répétitions, assez vite, le cheval, il dit, OK, chaque fois que je sens cette odeur, il y a quelque chose de douloureux qui arrive. Et nous, on éduque, on exploite un petit peu cette capacité associative dans notre équitation. On met un gène, ça peut être une petite pression sur un licol. Et le cheval, il cherche une solution pour enlever la pression. Préférablement, il avance ses pieds. À ce moment-là, il faut enlever la pression. Et le cheval, il est associé pour enlever cette pression-là. Je fais telle et telle réponse. Mais il fait les associations avec tout son monde sensoriel. Et on conditionne les réponses. Comme on conditionne les réponses à l'école, on conditionne les réponses avec nos mains quand on monte un cheval. Et on conditionne les réponses avec nos jambes. Et tout ça, c'est le conditionnement. Et il y a aussi l'apprentissage non associatif, ou avec l'anti-mouche ou choses comme ça. On explique au cheval, on ne conditionne pas une réponse. On veut qu'il s'habitue. Donc, sur l'apprentissage associatif, on conditionne une réponse. Et sur le non associatif, il y a l'habituation.
Alors, conditionnement, voilà, le grand mot est lâché. On a tous entendu parler de Pavlov. Alors, pas de Nicolas Pavlov, parce que dans l'équipe, il y a un Nikolai Pavlov. Alors, Oui. c'est pas celui-là, Non. mais un Pavlov avec ses chiens, hein, réflexe, les réflexes de Pavlov. C'est ça un peu, c'est le même principe. Exact. Bah, le réflexe pavlovien, c'est un type de conditionnement. C'est pas le conditionnement classique. Autrement, souvent on dit conditionnement pavlovien. Il y a deux types de conditionnement. Il y a le conditionnement opérant, mis en place par Skinner, et l'autre par Pavlov, c'est le conditionnement classique. Et on conditionne des réponses. Donc tout ce qu'on fait quand on éduque un cheval, c'est le conditionnement d'une réponse. On met les aides. Les aides, en général, c'est de gêne. On gêne le cheval. Le cheval, il a essayé de trouver une solution pour que le gêne s'arrête. Et à ce moment-là, on conditionne la réponse. Peut-être je peux donner un exemple. Je vais demander à un cheval très, très bien éduqué. Donc, On va la mettre de l'autre côté, ce sera plus facile pour nous. Tout à fait. Voilà. Donc, commence par caresser, c'est important. Donc, je vais conditionner une réponse. Je mets un stimulus sur le cheval. Elle ne sait pas qu'est-ce que je veux. Comme le cheval ne sait pas ce que tu veux. Ils s'en foutent un peu. Donc, on met la pression sur le cheval. Elle va essayer de trouver une solution pour enlever la pression. Elle peut pousser, elle peut tirer, elle peut agiter, elle peut même taper un petit peu, dépendant sur le cheval. Il y a quelques-uns compliqués. Et voilà. Et finalement, elle va céder. À ce moment-là, la pression s'enlève tout de suite. Et chaque fois que je répète ça, je vais être capable d'obtenir la même réponse avec moins de pression. Et bientôt, je vais juste toucher légèrement. Et elle sait comment enlever le gène. Donc ça, c'est la réponse conditionnée. Et quand je fais le conditionnement pavlovien, je vais maintenant mettre un petit signal neutre, comme ça, qui ne veut rien dire. Et après, je fais ça, et après, ça. Et après, ça, et après, ça. Et bientôt, je vais juste faire ça, et je vais obtenir la réponse. Donc maintenant, j'utilise quand même quelque chose qui s'appelle renforcement négatif, parce que j'enlève un stimulus à partir d'une réponse. On diminue, tout à fait. Voilà. Mais j'utilise le renforcement négatif, mais je peux diminuer le stimulus jusqu'à quelque chose de très, très léger. Comme vous avec vos chevaux, quand vous dites wow pour arrêter le cheval, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire wow. Mais si on dit wow et on arrête le cheval, et on dit wow et on arrête le cheval, après plusieurs répétitions, on dit wow et le cheval sait ce qu'on veut faire avant qu'on le fasse. Avant qu'on le fasse? Oh, le français, c'est compliqué. C'est parfait. Alors justement, sur cette notion de renforcement négatif, on pense souvent, quand on parle de renforcement négatif, à... Voilà. Mais là, il y a aussi la sensation de la mohair, de la laine mohair, pour vous. Il y a aussi une sensation. Ouais. Hein, ça va dans les deux sens. Hein, quand on caresse un pull vert, un être humain, lui, sent la douceur d'une laine. Pour un cheval, c'est pareil, on sent la douceur d'un cheval, la transpiration qu'il peut avoir, l'odeur qu'il peut dégager. Voilà, et surtout, un petit gratte-gratte, c'est quelque chose d'agréable pour un cheval. Au contraire, ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. C'est traditionnel, un frappe-frappe, mais ce n'est pas quelque chose que le cheval ils aiment. Alors, quand on dit renforcement négatif, on pense souvent un peu à sanction, punition. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques autres exemples? Oui, ça c'est vraiment le problème de ce mot, renforcement négatif. Quand on pense de ça, on pense vraiment sanction, punition souvent. Peut-être c'est plus facile si dans notre tête, on imagine renforcement additif pour le renforcement positif et renforcement soustractif. Parce que le renforcement négatif, c'est soustractif. On enlève un stimulus à partir d'une réponse. Donc, quand on éduque le cheval d'avancer, on met les jambes, le cheval avance, et tout de suite, quand il avance, on enlève les jambes. Et ça s'appelle renforcement négatif. On met une pression sur le licol, le cheval, il cherche une solution, il avance ses pieds, tout de suite, on enlève la pression, et ça, c'est le renforcement négatif. Donc, toute notre base de contrôle sur le cheval, c'est le renforcement négatif. Nos aides, les aides équestres, pour que le cheval peut apprendre, comprendre, on conditionne ces aides-là, on conditionne la réponse par renforcement négatif. Imagine qu'ici, c'était la réponse. Tout stimulus qui arrive avant la réponse, c'est négatif. Il va être enlevé à partir du moment que le cheval répond. Et tout ce que j'ajoute après la réponse, c'est positif. Donc, pour être un bonbon, un gratte-gratte, après la bonne réponse, ou même si le cheval fait une réponse que j'aime pas et je punis le cheval,
ça également s'appelle une punition positive. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce que là, on a Ouais. vu que ça fonctionnait, mais quand ça ne fonctionne pas, on passe finalement d'un stimuli à une punition. Ou alors, il faut bien avoir une réaction vis-à-vis du cheval pour lui faire comprendre. Oui, exactement. Il faut qu'on augmente le stimulus, le stimuli, jusqu'à en obtenir la réponse. Mais punition, c'est quelque chose qui va arriver après la réponse. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué pour le cheval à comprendre punition. Alors justement, j'aimerais qu'on creuse. Vous éduquez un cheval, vous lui apprenez des choses, et puis pendant une semaine, il fait ces choses-là, puis d'un coup, pour une raison X ou Y, il ne le fait plus. C'est là que la punition, entre guillemets, doit arriver, elle ne doit pas arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en fait, la punition, c'est très, très difficile aussi à cause de cette manque de raisonnement et analyse chez le cheval. C'est très difficile pour le cheval de comprendre. En aucun cas, si un cheval fait quelque chose qu'on n'aime pas, si on punit le cheval, en aucun cas, ça s'explique ce qu'il aurait dû faire. Il peut pas, il arrête face à un obstacle, je frappe le cheval, il ne peut pas dire « Ah, j'aurais dû sauter cet obstacle, comme ça je peux avoir évité la punition qui vient. » Ça, il ne le comprend pas parce Non. qu'il ne raisonne pas. Non, il veut juste faire une association entre l'obstacle et la punition. Donc après, il veut précipiter sur l'obstacle parce que le peur chez le cheval veut... Ce qui n'est pas bon du tout. Non, c'est pas idéal. Donc il va accélérer par fuite, en fait. Le deuxième problème de la punition, c'est que c'est inévitable. Quand on met le conditionnement ou le renforcement négatif, le cheval peut trouver une solution pour enlever le gène. Mais quand on punit un cheval, quoi qu'il fasse, il veut prendre une. Bien sûr. Donc, c'est inévitable. Et ça, à ce moment-là, c'est très, très frustrant pour un cheval. Parce qu'il perd tout le contrôle de son environnement. Et ça, c'est assez grave. En troisième, il y a cette risque associatif. Que le cheval, par exemple, je punis un cheval parce qu'il ne veut pas aller dans un vent. Il fait l'association entre le vent et la punition. Ou je punis mon cheval parce qu'il bouge avec la tondeuse. Il fait le lien entre la tondeuse et la punition. Donc, il veut vraiment devient compliqué avec la tondeuse. C'est pas sa faute, ça c'est le nôtre. Alors il y a aussi un autre sujet qui nous rapproche beaucoup, nous hommes, du cheval, c'est les troubles du comportement. Les chevaux ont sans doute aussi leur névrose et peut-être leur psychose, j'espère que non en tout cas. Vous êtes, vous, un adepte bien sûr de la rééducation pour les chevaux qui ont des problèmes de comportement. D'abord, quelle est la cause de ces problèmes de comportement, des chevaux qui d'un coup deviennent ingérables? Normalement, malheureusement, normalement c'est nous. Donc, normalement, c'est le renforcement négatif, mais mal utilisé. Autrement dit, que le cheval fait quelque chose qu'on ne veut pas, et à ce moment-là, on enlève la pression. Donc, ou on a rendu la bonne réponse trop difficile à trouver, ou on a rendu la mauvaise réponse trop facile. Mais C'est ces un de les troubles deux. du comportement sont donc liés essentiellement à la relation qu'il a avec le cavalier ou avec l'homme. Voilà, avec cette manque de capacité d'intention, le cheval ne peut pas décider d'être mauvais. Et, sauf que si nous, on aide le cheval d'avoir des problèmes de névrose, normalement, ça n'existe pas à la naissance. Ça, c'est vraiment dans nos C'est la interventions. relation avec l'homme Voilà, et avec son environnement un peu spécial, quoi. Très souvent, un problème pour un cheval, c'est en fait une solution pour le cheval. C'est un problème pour nous. Je mets mes mains, je mets les jambes, je coince le cheval un petit peu. Il essaie de trouver une solution pour enlever la pression. Il se met debout. Et à ce moment-là, je relâche avec les mains et je relâche avec les jambes. Qu'est-ce qu'il apprend? De mettre debout. Je mets l'anti-mouche, le cheval il bouge, j'arrête parce qu'il est bougé. Pour le rassurer. Mais qu'est-ce qu'il a appris? À bouger. Je viens de conditionner une réponse que je ne veux pas. Mais parce qu'on n'est pas très acquis avec le théorie d'apprentissage, on éduque le chevaux, pas du tout exprès, mais on éduque le chevaux souvent de faire des choses que nous, on ne veut pas. Et ça la majorité de nos rééducations, c'est ça. Alors, finalement, pour résumer, un cheval ne fait jamais de bêtises ou ne fait jamais la tête exprès. Et pourtant, nos amis qui sont là doivent le vivre quotidiennement. On a des fois des problèmes de performance, quelquefois des problèmes de sécurité aussi avec les chevaux. Alors, qui est responsable? C'est le cheval ou c'est l'homme? En sachant que le cheval n'a aucune capacité de mauvaise intention, lui, il veut juste essayer de trouver une solution. Donc, c'est vraiment la responsabilité de l'homme de chercher comment je peux rendre la bonne réponse pour le cheval. Parce que si ça ne marche pas pour lui, ça ne peut pas marcher pour nous. Donc, on organise la situation, et c'est là, c'est la vraie compétence d'un homme de cheval. C'est d'organiser la situation
pour que la réponse que nous, on veut, ça marche pour le cheval. Et pas la réponse qu'on ne veut pas. Parce que s'il fait quelque chose qu'on ne veut pas, et à ce moment-là, on enlève le gène, ben, ça prend très rapidement. Et ça, c'est pas du tout l'objectif. Donc, on met un gène sur le cheval, il cherche une solution, Oui. le gène s'enlève. Mais dans la rééducation, il faut que nous, on concentre notre temps beaucoup sur les humains. Parce que souvent, c'est des choses apprises. Le cheval a appris ou il a fait une mauvaise association avec l'obstacle, avec le vent, avec l'anti-mouche, avec le tondeuse, avec le monde de concours. Tout ça, c'est associatif. Et le cheval, il fait des associations aversives avec une situation où finalement, nous, on voulait qu'il aime ça. Mais parce qu'on met la pression au mauvais moment et on ne concentre pas assez sur l'enlèvement de pression. Un des problèmes peut-être, et c'est peut-être ça un petit peu traditionnel, on sait comment mettre la pression sur le cheval, on sait comment on demande les choses, mais on n'est pas assez vigilant sur à quel moment on enlève la pression pour que le cheval apprenne ce qu'on attend de lui. Et ça, c'est vraiment le base de l'équitation éthologique, c'est d'expliquer comment le cheval apprend l'équitation. Alors Andy, on va voir dans quelques secondes quelques images qui vont illustrer un petit peu ce que vous venez de nous dire. Mais je voudrais vous poser une question très simple. Quel conseil vous donneriez à une jeune fille, un jeune homme ou même à un adulte qui va acquérir un cheval, les premiers pas qu'il doit faire pour commettre le moins d'erreurs possible et ensuite éventuellement appliquer des théories et des pratiques qui sont utiles à sa relation avec le cheval et à l'éducation du cheval? Je pense que peut-être la première chose à expliquer, si c'est possible, et je sais quand on est jeune et on est attiré par le cheval, rapidement on tombe dans l'anthropomorphisme. On lui aime, on veut qu'il nous aime. Mais il faut vraiment éviter l'anthropomorphisme. Jamais oublier que le cheval, c'est un gros mammifère, assez dangereux, hein? C'est 400-500 kilos de muscles. Donc, il faut vraiment comprendre, c'est un animal, ce n'est pas un humain. C'est pas une peluche. Voilà, c'est pas un peluche, c'est pas un baby. Salut chérie, maman est là. Non, c'est pas le cas, c'est un cheval. Et comment cet animal-là, comment il peut apprendre et comprendre les choses? Donc, si on veut faire l'équitation, la première chose à faire, c'est à connaître le cheval. D'accord, alors on va regarder quelques images. Un premier film, hein, vous avez ici un retour ou même sur l'écran géant au-dessus de vous. Les écrans partout. Des écrans partout, oui. Un premier film qui va un petit peu nous permettre d'illustrer et effectivement la différence qu'il y a entre imposer et apprendre. Voilà, je pense qu'il y a une vraie différence entre les choses imposées et les choses apprises. Moi, je regarde à gauche et à Voilà, droite. ça va partir, voilà. OK, ça, c'est un changement dans le vent. Et évidemment, c'est appris. Et là, j'utilise la notion de confort et inconfort. Donc, je travaille le cheval, mettre le cheval dans le vent. Il y a un renforcement positif, un petit peu de bonbons, et ça devient l'objectif du cheval, ou en ce cas-là, l'objectif des os. Ça, c'est à moitié zèbre, moitié cheval que j'ai passé pas mal de temps avec. Mais je ne peux pas forcer les os de faire quoi que ce soit. Parce que si j'entre dans un dispute avec elle, ça va mal se passer. Là, j'ai envoyé un cheval et je voulais qu'il saute cette petite bidon. Mais il n'est pas fait. Donc, je continue le travail. Je n'enlève pas le travail, mais quand il trouve la bonne solution, on va voir s'il trouve cette fois-là. Là, le travail s'arrête. C'est lui qui a trouvé la solution, là? Il faut qu'il trouve la solution de tout. Même les aides de base. Avancer, arrêter, tourner. Toutes ces choses-là, il faut que lui trouve la solution. Et moi, j'enlève la pression pour que mon idée devienne son idée. Et ça, c'est vraiment l'importance ce devrait être l'importance de toute équitation. Comment faire en sorte que mon idée devienne son idée? Et là, j'ai mis sur le bâche. Donc, inconfortable, boulot, travail. Ouais. Il veut un repose. Quand il va sur le bâche, le travail s'arrête. Donc, dans ce cas-là, mon idée devient son idée. Au lieu de forcer le cheval d'aller sur le bâche, faire en sorte que ça devienne son idée. C'est la manipulation de son esprit. Et pas un raisonnement. Non, c'est totalement associatif. Où est-ce que je peux avoir le renforcement positif et un enlèvement de pression? La tranquillité, quoi. Voilà. Quand est-ce qu'il va me foutre la paix? Il faut que lui, il gagne en faisant ce qu'on veut. Ça, c'est la vraie importance. Et là aussi, on va mettre un autre... Alors, on va laisser le temps en régie, Oui, effectivement, bien pour sûr. que tout le monde se recale. Il y avait une jeune fille qui s'est vue sur l'écran, alors elle a fait coucou. Effectivement, on a beaucoup de monde autour de nous pour cette émission. Donc, ce deuxième film qu'on va voir maintenant, qui va nous expliquer là encore Oui, d'autres c'est un façons cheval que j'ai eu depuis le débrayage. C'est vraiment
une amie que j'ai eue aux États-Unis. Et après, elle est venue avec moi en France en 2001. Donc, c'est vraiment une relation de longue date. Mais avec elle, je voulais juste expliquer la notion d'apprise et imposée, surtout sur le plan de direction et impulsion. Parce qu'il y a trois choses qu'on a besoin. On a besoin de direction, impulsion et finalement réflexion. Mais quand on explique direction et impulsion, on devrait être capable d'utiliser les aides. Le mât, par exemple, avec le filet, on utilise les aides pour effacer les aides. Je ne sais pas si ça c'est compréhensible. Oui, mais en tout cas. oui, on utilise, on met, par exemple, là, à nouveau, c'est une situation d'inconfortable et confortable. Je monte sur le petit plot et si elle vient ici, elle va avoir un petit gratte-gratte sur le dos. Si elle ne vient pas, elle va être mise au boulot. Mais elle sait. Donc, elle vient pour son petit gratte-gratte. Et là, vous la connaissez depuis longtemps, elle. Oh oui. Immobility à la montoie, mais même l'immobility était apprise. Si elle bouge, inconfortable. Si elle ne bouge pas, pas de pression. Mais en aucun cas, je tiens le cheval immobile. Il faut qu'elle apprenne de rester immobile. Donc, c'est la vraie différence entre imposé et apprise. Là, je montrais quelques exercices sur direction, impulsion. Je serre les jambes, elle avance, les jambes s'enlèvent. Ça devient l'aide pour avancer. Je mets un peu de jambes, elle tourne, les jambes s'enlèvent. Change mon pied, je mets le gène, le cheval trouve la solution, le gène s'enlève. Il y a beaucoup de gestes, pardon, je vous laisse continuer, mais il y a beaucoup de gestes de pression. Et la voix, Le voix, j'utilise, mais c'est vraiment pavlovien. Donc, il faut déjà que je peux obtenir la réponse. D'accord. Donc, si je veux dire wow pour arrêter le cheval, il faut être capable d'arrêter le cheval. Et Avant de dire wow. Voilà. D'accord. Et après, je dis wow et j'arrête. Et là, par exemple, je mets un petit peu de jambes, le cheval répond, les jambes s'enlèvent. Et je montrerai cet exemple-là parce que je montre le cheval évidemment avec rien de tout. Donc, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de selle, il n'y a rien. Comment je fais en sorte que je peux quand même gérer la direction et l'impulsion? Oui, et que Donc, vous soyez aussi en sécurité. Oui. Et tout ça, c'était le conditionnement qui était fait avec quelque chose sur la tête. Donc, je mets un code et après, je demande qu'elle tourne. Je mets un code, après, je demande qu'elle tourne. Et finalement, je n'ai pas besoin, je peux mettre juste le code. Donc, voilà. C'est un peu de pression de jambes dans ce cas-là. Donc, Les mains, la position de vos mains, elles sont pas importantes. très important, c'est vraiment les jambes sur chaque côté. C'est les jambes. J'explique le couloir de mes jambes, mais ça, par contre, si je mets les jambes, il faut qu'elles répondent. En aucun cas, je peux enlever la demande sans avoir obtenu la réponse. Ça, c'est primordial. Je mets la demande, il faut que j'obtienne la réponse. Le stop, c'était pareil. Je bloque l'assiette. Là, vous n'avez pas parlé. Non, je juste bloque le bassin. Mais si je bloque le bassin, j'arrête avec les mains. Je bloque le bassin, j'arrête avec les mains. Et un jour, je bloque le bassin, je n'ai pas besoin des mains. Donc, en fait, c'était une belle phrase par Alexis Grus. Le travail s'efface le travail. Donc, on est capable de faire moins en moins. Et je pense que c'est peut-être même le métaphore de chuchoteur. Ça devrait être ça. Est-ce qu'on peut diminuer nos aides de caisse vers l'imperceptible? Ne plus lui chuchoter quoi que ce soit, mais en tout cas, lui dire un minimum de choses. Voilà. Est-ce que je peux faire moins? Est-ce que je peux réduire ce que je fais avec quelque chose de très, très fin? Parce que ça, vraiment, c'est convient le cheval. Si on est en train d'arracher sa bouche et tout ça, c'est pas très agréable pour Chupette. Bien sûr. Donc, est-ce que je peux faire moins et est-ce que je peux réduire? Parce que je comprends le conditionnement pavlovien. Est-ce que je peux réduire la demande vers quelque chose de très, très, très petit, très, très subtil, imperceptible pour les gens de l'extérieur? Bien sûr, il faut que le cheval puisse sentir. Mais là, il y a direction. Donc, j'ai un accélérateur, c'était un code conditionné. J'ai un frein et c'était conditionné. Et j'ai direction. Donc, à partir du moment que j'ai les directions et l'accélérateur et le frein, ça suffit. Ça suffit. Après, si je veux faire le dressage, il faut que je mette en plus le flexion. Mais la base de direction et impulsion, contrôle où on va et à quelle vitesse, on devrait être capable de faire ça avec très peu si on comprend l'apprentissage. Il faut combien de temps pour arriver à obtenir un résultat comme ce qu'on vient de voir là? C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas, avec un cheval, on ne peut pas juste prendre tous les chevaux. Avec un zèbre, un peu de temps. Oui, un peu de temps. Oui, ça c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de
de sélection génétique sur le zèbre à effacer. C'est un vrai poids. Donc, pour qu'elle ne me perçoive pas comme un vrai prédateur, il faut que je prenne le temps d'expliquer que chaque fois que je mets un gène, il y a toujours une solution. D'accord. Et alors, là, on vous voit avec un cheval, une jument que vous connaissez bien. On peut passer d'un cheval à un autre comme ça. C'est compliqué d'appliquer la même méthode avec deux chevaux différents Oui. qui ont des Mais- caractères. Et c'est le sens de ma question. Oui. Est-ce que les chevaux ont un caractère distinct selon les races, selon... Oui. ils, Oui, ils ont il des y a- caractères... Surtout sur le tempérament. C'est ou le variable. tempérament plutôt, oui. Oui, le amérin, ce n'est pas un anglo-arabe. Donc, ils sont très, très différents. Mais les similitudes, c'est qu'aucun cheval ait envie d'être inconfortable. Donc, si on maîtrise le renforcement négatif et je mets un gène sur le cheval, et le cheval peut toujours trouver une solution pour que le gène s'arrête, il n'y a aucun cheval qui C'est a valable, envie. c'est valable pour tous les Voilà, chevaux. c'est valable pour tous les chevaux parce qu'aucun cheval a envie de souffrir. Donc, c'est important que nous, quand on met en pression sur un cheval, que toujours, on laisse le cheval trouver la bonne solution. Et notre idée devient son idée. Et à partir de ça, c'est cette vraie sensation de complicité. Mais je ne vois pas comment on peut obtenir cette complicité si on ne respecte pas cette théorie d'apprentissage. Et c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est primordial, c'est fondamental pour notre sécurité et aussi pour le bien-être de nos amis les chevaux, que cette théorie d'apprentissage, il est intègre dans le monde équestre. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, dans les années à suivre, je vais vraiment mettre mon boulot là-dessus. Andy, vous êtes sur le salon, vous avez un stand sur le salon? Non, j'ai venu en touriste D'accord. et Ce qui veut dire que toutes celles et ceux qui veulent poser des questions, bah, vous allez avoir quelques minutes pour le faire. voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir, nous parler donc de... Je retiendrai un mot, c'est il faut que notre idée soit l'idée du cheval. Et c'est comme Exactement. ça qu'on arrive à avancer. Mais à comprendre son idée d'abord. Et il faut aussi comprendre son idée. Alors c'est pas aussi simple que ça finalement. Non, c'est un vrai boulot et c'est demande qui n'est pas une qualité de tous les humains, mais ça demande une vraie mise en question par l'homme. Il faut qu'on se mette en question. Quand le résultat ne vient pas comme on veut, c'est probablement pas sa faute, donc comment je peux faire? Et après, honnêtement, c'était plus facile avant. Avant que j'ai découvert tout ça, moi j'étais correct et si le cheval ne faisait pas ce que je voulais, c'est parce qu'il était stupide. C'était simple. Et on est bien loin de ça. Ouais. Merci beaucoup Andy Booth d'être venu ici sur le plateau TV du Salon du Cheval. On va faire une pause et puis on se retrouvera tout à l'heure pour une nouvelle émission. Merci à vous.